Bonjour à toutes et à tous. Je commence tout d'abord par remercier le laboratoire de recherche Le Philab et la fondation de Rosa Luxembourg de m'avoir associé à ces journées d'études qui nous réunissent sur nos interrogations autour de l'idée d'injustice épistémique et ses enjeux. J'en suis d'autant plus touchée que je suis invitée ainsi dans mon université d'origine, à Tunis 1, ce qui me réjouit davantage. Mon intervention donc porte sur le rapport entre l'idéologie et les injustices épistémologiques. Je prendrai le cas de l'éducation nationale, précisément en France. Mais avant de commencer, je souhaite donc je compte sur l'indulgence de Madame la Présidente, car je risquerai de dépasser de quelques minutes, mais vous pouvez m'arrêter. Et peut-être j'aurai également le droit de faire un acte de désobéissance. La pensée critique qui a pris un nouvel essor dès les années 90 dépeint avec assiduité toutes les formes d'oppression systémique liées au capitalisme, au colonialisme et au patriarcat dans tous les domaines, y compris celui de la connaissance. Nous trouvons un peu de tout dans ces critiques, beaucoup de paternalisme libertarien, de solidarité verticale, voire unilatérale, et même toute une théorie de la reconnaissance pour le moins imprécise. Malgré leurs divergences, ces critiques se rejoignent pour célébrer en chœur ce qu'elles dénoncent, quoique sous une forme négative. Elles rejettent le capitalisme, mais elles sont confortablement installées dans leurs chapelles académiques. Elles luttent contre l'héritage colonial et pourtant elles demeurent grassement attachées aux privilèges de la race supérieure. Elles soutiennent les luttes des femmes pour leur émancipation. Toutefois, elles les enferment dans un présupposé relativiste au nom de l'égalité des cultures. Ces critiques finissent par adopter des positions qu'elles dénoncent et par commettre le même sacrilège, à savoir lutter bureaucratiquement contre la bureaucratie et combattre hiérarchiquement la hiérarchie. Cela soit au nom de l'esprit universel, qui n'est parfois que le secret mystérieux de la bureaucratie elle-même, soit au nom du relativisme culturel, très à la mode actuellement, et qui dissimule parfois d'autres oppressions. Ce dernier n'est en réalité que le frère jumeau du premier. Je reviendrai à la fin de ma communication. Effectivement, une des grandes erreurs contemporaines serait de croire que toute critique est par définition dénonciatrice de l'état de choses existant, alors même que certaines se nourrissent considérablement de l'ordre établi. Pire encore, elles ont cette capacité à intégrer la contestation, voire à l'élever au rang de la nouvelle norme au sein du système qu'elles dénoncent. Autrement dit, dans la critique, nous ne sommes pas forcément en bonne compagnie. Il suffit d'être attentif aux derniers courants intellectuels à la mode pour constater les carences de certaines critiques et leur anémie. Il s'agit en outre d'observer de plus près quelques mesurettes de certains gouvernements occidentaux, dits de gauche, la social-démocratie essentiellement, pour apercevoir leurs faux semblants et les illusions qu'ils engendrent. Une des erreurs serait de croire qu'il suffit de se prendre à l'état actuel du monde, lequel est capitaliste, colonialiste et patriarcal, pour retrouver la porte de sortie. Or, il ne suffit pas de choisir une compagnie critique quelconque. Ce qui importe, c'est de choisir celle qui nous écarte de certains faux alliés et de lectures inconscientes, sous peine de tomber dans la reconnaissance négative de ce que nous dénonçons. À dire le vrai, ces pièges nous sont souvent tendus lorsqu'il s'agit d'aborder la question des injustices épistémiques que l'on peut déterminer, du moins à première vue, comme une forme spécifique d'injustice qui se manifeste dans l'accès, la reconnaissance et la production des savoirs et des différentes formes d'ignorance, et cela que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. En effet, ces injustices épistémiques sont structurellement liées aux inégalités sociales et à des formes de pression qui définissent les rapports sociaux eux-mêmes au sein d'une même société ou entre sociétés dominantes et subalternes. Bien plus, elles contribuent de diverses manières à les alimenter, voire à les renforcer. À mesure que se développent les inégalités sociales, le savoir et la culture sont monopolisés par une minorité qui tient en sa possession la hiérarchie des savoirs et la bureaucratisation du savoir. Dans une société qui produit les inégalités, le médecin produit la santé, nous dit Marx dans la théorie sur la plus-value, mais aussi les maladies, les professeurs et les écrivains, les lumières, mais aussi l'obscurantisme. Les poètes, les peintres, etc. produisent le goût, mais aussi le mauvais goût. Fin de citation. Cette distinction entre santé et maladie, connaissance et ignorance, goût et mauvais goût,
correspondent à la hiérarchisation qui caractérise l'organisation bureaucratique, dont la condition sine qua non est le maintien de l'hégémonie et les systèmes de domination en place. La bureaucratie doit être entendue ici comme la rationalisation légale de la hiérarchie dans le domaine du pouvoir comme dans celui du savoir. Elle produit la hiérarchie dans le domaine. Cette organisation divise la société dans tous les domaines en élevant une partie au-dessus de l'autre. Dans le domaine de la connaissance, il y a celle qui connaît et celle qui ignore, celle qui éduque et celle qui reçoit l'éducation, celle qui acquiert un capital épistimique et celle qui se contente de le recevoir, celle qui apprend et celle qui est exclue tout simplement. Dans ces conditions, la connaissance part à son tour d'un principe abstrait de la production. Elle met à la base du travail humain un savoir que l'on apprend, c'est-à-dire un concept séparé de la vie réelle des hommes. En s'appuyant sur la conception weberienne, le politologue Hunter montre que l'extension des fonctions de l'État en général, et en particulier la politique sociale et le système de l'État-providence, ont contribué de manière décisive à la bureaucratisation. Selon lui, nul ne peut contester cette idée dans le cadre de la recherche récente. D'une façon générale, on peut par suite considérer la bureaucratie in extenso comme un cercle dont nul ne peut s'extirper sans paradoxalement s'y installer. Il s'agit ici d'étendre la notion au-delà du cadre purement institutionnel du pouvoir, c'est-à-dire proprement étatique, pour montrer ses corrélations dans le domaine du savoir et de l'éducation. Préciser cette intuition permet de montrer comment une certaine critique de l'idéologie dominante s'installe à son tour comme idéologie dans le système dominant et comme l'une de ses variantes. La critique de l'idéologie, malgré sa volonté de rupture, peut se transformer ainsi en opposition de Sa Majesté, la bureaucratie. En peu de mots, bien qu'antagonistes, l'une et l'autre peuvent agir de concert et concourir au même but. Ici, il convient de s'arrêter sur un point de terminologie dont les enjeux sont, à mon sens, extrêmement importants. L'articulation entre bureaucratie et savoir permet de d'élucider l'origine sociale des injustices épistimiques et d'identifier les paradigmes idéologiques qui veillent pieusement sur le maintien de ces inégalités cognitives. Cela exige par suite une critique de la théorie de la connaissance qui doit être envisagée à la fois comme idéologie et comme une forme générale du rapport aux objets du savoir. Faute de quoi, la séparation de ces aspects conduit à créer un lieu de projection aussi idéologique de la théorie en question. Cependant, il ne s'agit pas de voir dans la production intellectuelle un simple miroir qui reflèterait strictement l'organisation de la production matérielle, mais de la considérer comme partie prenante d'une structure économique et sociale historiquement déterminée. En effet, lorsqu'il devient une forme relativement indépendante, le savoir peut devenir à son tour idéologie, comme je l'ai montré plus haut. La notion d'idéologie a donc pour objet de mettre à un nu le rapport interne qui lie le problème de la connaissance au problème de l'histoire de la société. Car même si le savoir s'efforce de se distinguer du pouvoir, il n'est d'une manière ou d'une autre pas définitivement coupé de lui. Ma contribution vise donc à distinguer trois moments complémentaires, lesquels caractérisent le rapport entre idéologie et injustice épistimique. Il s'agit tout d'abord de montrer comment, dès lors que nous tentons à l'échelle institutionnelle d'organiser une lutte au sein du système éducatif, nous risquons de reproduire les mêmes travers idéologiques. Cela exigera de réfléchir au préalable sur la chaîne bureaucratique. Cette étape permettra, dans un deuxième temps, d'examiner cette critique interne allant des rapports sociaux afin de dénoncer ces mirages prétentieux à établir l'égalité épistimique à l'intérieur du système hégémonique. En effet, malgré tous les efforts de réduire les injustices épistimiques à l'école, nous nous retrouvons confrontés à la barrière bureaucratique. Pire encore, le pouvoir en place peut reprendre à son compte certaines expériences pédagogiques révolutionnaires pour les pervertir et les exploiter au mépris des valeurs qu'elles portent. Cela nous conduira in fine à réexaminer la notion d'idéologie qui semble être dépouillée par certaines conceptions culturalistes dans les sciences sociales et de l'éducation de tout son aiguillon critique. Certes, il n'est pas novateur d'affirmer aujourd'hui que la déclaration de la mort de l'idéologie est en soi une thèse idéologique. Cependant, la réhabilitation de cette notion après sa résurrection pose des problèmes plus qu'on résout. Le problème prend une ampleur plus foisonnante lorsqu'on tente de lutter contre la bureaucratie à l'intérieur de l'appareil bureaucratique lui-même.
Pour illustrer mes propos, je prendrai l'exemple de l'éducation nationale en France. J'ai opté pour l'exemple français pour deux raisons liées entre elles. D'une part, enseignante en France, je connais ce système éducatif et particulièrement les inégalités que le traverse. D'autre part, le passé colonial de la France, prolongé aujourd'hui par son statut d'impérialisme, permet de mieux saisir les inégalités épistimiques dans le système scolaire actuel, dans la mesure où les inégalités sociales sont plus violentes et plus faciles à cerner dans les pays dominants que dans les pays subordonnés. En effet, nous pouvons constater aisément à travers l'organisation institutionnelle du savoir que les fonctionnaires chargés du corps enseignant forment une corporation déconnectée de la société et fidèle à la hiérarchie qu'elle représente dans le domaine de la connaissance. Ainsi, un enseignant devenu fonctionnaire de l'État participe, qu'il le veuille ou non, à la vie de la bureaucratie. Il peut certes rejeter certaines instructions qu'il estime autoritaires ou injustes, mais cela ne signifie pourtant pas son indépendance à l'égard de l'État. Certes, nous ne pouvons pas réduire le corps enseignant au rang de simple serviteur, voire voué à l'institution, mais il n'en reste pas moins vrai qu'après s'être autonomisé et s'est approprié à son tour comme sa propriété privée, les connaissances en monopolisant le savoir et en contrôlant l'accès à ses temples, écoles, universités, pôles de recherche, etc. C'est la bureaucratie elle-même qui privilégie par la suite la naissance de cette caste que l'on appelle l'élite. Celle-ci est présentée, ou plutôt elle se représente comme la garante épistémologique du savoir et de son maintien hors de toute atteinte publique. Selon Jacques Rancière, je le cite, « Cette hiérarchie intellectuelle n'a pas d'autre pouvoir que la rationalisation de l'inégalité. » Fin de citation. Elle est le gendarme qui veille sur la sécurité du savoir contre le peuple ignorant. Elle transforme les inégalités sociales en inégalités d'intelligence et s'impose comme la garante officielle du pouvoir de l'ignorance et de l'incapacité du peuple, transformé administrativement en un mystère dit de l'éducation nationale. Elle en contrôle l'accès à travers les modalités de l'examen, qui n'est que la reconnaissance légale du savoir étatique comme privilège. Il faut donc bien voir dans cette minorité cultivée, et je cite Marx, une sorte de franc-maçonnerie communiquant à l'humanité le vouloir, c'est-à-dire la science, de cette force mystérieuse supérieure avec la sanction de l'État qui délivre les diplômes. Fin de citation. Cette autonomie relative des institutions de savoir et du système éducatif est corollaire de l'esprit hiérarchique lui-même, dans la mesure où l'État ne peut réellement exister que sous la forme des esprits bureaucratiques, dans lesquels la cohésion est maintenue par le lien de subalternisation au tout administratif. Il n'est pas à mes yeux sans intérêt d'insister à ce niveau d'analyse sur la notion d'examen, afin de montrer que les injustices épistimiques sont d'ores et déjà inhérentes au système éducatif. Cela sous-entend, comme allant de soi, qu'il y a un examinateur qui sait tout et un élève qui doit faire ses preuves face à son examinateur. L'un est savant et l'autre est ignorant. Selon cette acception, l'examen est le lien institutionnel par excellence, lequel permet la cohésion de la fonction d'État et de l'individu, entre le savoir dominant et le savoir subalterne. Marx affirme, et je le cite, que l'examen n'est rien d'autre que le baptême bureaucratique de la science et la reconnaissance officielle de la transsubstantiation de la science profane en science sacrée. Fin de citation. Le savoir devient, pour ainsi dire, un concept séparé de la vie réelle des hommes et un ciel révélé par l'élite bureaucratique au grand nombre. Le fonctionnaire de l'État fonctionne donc comme un missionnaire qui doit mettre en œuvre le châtiment de l'État qui délivre les diplômes. Par voie de conséquence, le but de la bourgeoisie devient le but de l'État lui-même, que le bureaucrate s'approprie à son tour et qui devient son but privé, et c'est la chasse au but supérieur, dit Marx. Il s'agit pour lui de faire carrière. En outre, l'examen verrouille toute possibilité d'apprendre autrement qu'à travers le rapport vertical établi entre le maître et l'élève. Cela empêche surtout que l'élève puisse savoir qu'il pourrait apprendre par lui-même. L'ordre social et politique exige que ce soit l'école en tant qu'institution du contrôle étatique du savoir qui instruise les élèves, c'est-à-dire qui leur donne, je cite Rancière, la mesure de leur incapacité. Avec l'éducation nationale, les enseignants deviennent ainsi, et peu importe que cela soit conscient ou non, les représentants du pouvoir bureaucratique érigé par la bourgeoisie pour accomplir son hégémonie dans la sphère épistimique.
Il suffit d'attirer l'attention sur la spécialisation dans le domaine de la connaissance, laquelle permet de hiérarchiser les potentialités de l'homme en cultivant certaines capacités au détriment des autres afin de répondre aux besoins du marché du travail. En outre, la spécialisation édifie une gradation entre les savoirs et les met en concurrence. Le modèle positiviste d'Auguste Comte continue en effet à être le cadre épistémologique dominant qui mène à la subalternisation de certaines connaissances. La validité épistémologique d'une connaissance n'est pas intrinsèque au domaine de connaissance en question, mais dépend des normes de validité du modèle scientifique dominant, les sciences dites exactes. Dans son texte sur l'impact méthodologique de la science de la connaissance, dont on a publié récemment, en mars dernier, la version française, le sociologue américain Mills montre que le modèle de pensée scientifique tient toujours le haut du pavé, au détriment des épistémologies sociologiques. Dès lors, se spécialiser revient à sacrifier de front des capacités humaines qui demeurent des simples virtualités et des connaissances qui ne répondent pas à la valeur monétaire. Il n'en reste pas moins vrai que la critique marxienne de l'éducation demeure actuelle dans la mesure où elle nous apporte un éclairage sur le rapport entre la bureaucratie et le système éducatif et permet d'élucider ces contradictions intramuros. Dans un ouvrage récent, le pédagogue et essayiste Gaubert montre avec force comment les pédagogies actuelles d'apprentissage en France sont subordonnées à la même chapelle bureaucratique qui est dans la suite au service de la nouvelle raison du monde, à savoir la société néolibérale. Depuis les années 2007, le ministère de l'Éducation a mis en place un socle, dit socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui définit ce que nul élève n'est censé ignorer. Ce dispositif, un mot très à la mode, est supposé permettre aux élèves des zones dites sensibles d'acquérir un minimum syndical commun des connaissances. Bien plus, la maîtrise du socle est définie comme l'objectif primordial des établissements situés dans les quartiers populaires. Loin d'être un instrument pédagogique démocratique, il n'est au fond qu'un simple outil managérial antidémocratique qui permet au système éducatif de s'adapter aux besoins du marché du travail mondialisé. D'un côté, on recrute une main-d'œuvre peu qualifiée que l'on ne trouve généralement dans les lycées professionnels de la banlieue, dont la plupart des élèves sont issus de l'immigration des anciennes colonies et de l'Europe de l'Est. Ces élèves sont destinés à peupler les usines et les commerces. D'autre part, on recrute au niveau Bac+3 des jeunes destinés à d'autres emplois. En fait de démocratisation, l'État cautionne la hiérarchisation des territoires quant à l'accès au savoir. Dans le même ouvrage, Gaubert fait un premier bilan de cette pédagogie par compétence, laquelle, je cite, « permet d'observer que c'est une pédagogie qui évacue le savoir et qui fait du quotidien de l'élève le point de départ de ses apprentissages. Or, s'en tenir au quotidien ne permet pas à l'élève de se développer. » Fin de citation. À ce titre, il faut plutôt procéder à une rupture avec la vie quotidienne afin de permettre à l'élève de quitter des zones connues vers des zones inconnues, c'est-à-dire vers le non maîtrisé et donc vers l'apprentissage, qui devrait être la mission véritable de l'enseignant. L'enseignement ne permet dès lors aucune possibilité de se détacher du réel à travers l'apprentissage de questionnement et de l'esprit critique, mais réduit les compétences visées à une dimension purement descriptive et à une question d'adaptabilité et de mimétisme. En d'autres termes, il faudrait que l'élève demeure au sein de l'école en lien direct avec son quotidien et le rôle de l'enseignant consisterait à aider l'enfant à s'adapter ainsi à la réalité objective. Pour le dire succinctement, l'école, dans l'ère néolibérale, est devenue le lieu d'adaptation à la réalité socio-économique et non le lieu de la production de l'esprit critique. L'école dresse et n'apprend rien. Elle façonne et n'éduque plus. Elle formate et n'instruit guère. En un mot, l'école est devenue l'atelier d'apprentissage pour répondre au marché économique néolibéral. Ce phénomène creuse les inégalités quant à l'accès au savoir et sélectionne de futurs cadres pendant que la majorité, la plèbe scolaire, sera formée comme une main-d'œuvre. Face à ces aberrations, des enseignants et des pédagogues, entre guillemets, militants, tentent de renverser cette machine école de l'intérieur pour résister à la néolibéralisation du savoir. Cependant, leurs tentatives font face à des obstacles insurmontables.
Ces rebelles de l'institution éducative s'inspirent des pédagogies révolutionnaires du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, essentiellement celle des anarchistes et la méthode pédagogique de Freinet, pour s'occuper des élèves marginalisés issus des couches sociales subalternes. Mais leurs efforts louables se heurtent à la puissance du système en place et à leur position hiérarchique subordonnée. Partant, bouleverser l'école de l'intérieur et rendre les pédagogies d'apprentissage plus humaines est impossible dans une société où les inégalités sociales et économiques ne cessent de se durcir et l'élite sociale ne cesse d'être avortée. Consciemment ou non, ces enseignants et pédagogues critiques, pour la plupart, risquent de transformer leurs apprentissages en une sorte de charité épistimique. Ils apprennent à ces élèves subalternes à lire et à dénombrer, mais ils essayent surtout de les protéger sur le temps scolaire de violences sociales. Ils deviennent, pour ainsi dire, les collègues des jésuites charitables et ils s'en rendent compte bien souvent. On peut pointer la contradiction du doigt. Si le socle commun se contente d'un minimum cognitif afin de préparer la majorité des élèves, ces subalternes scolaires, à l'adaptation de la société néolibérale, les enseignants et les pédagogues critiques se retrouvent face à leur impuissance et ne peuvent malheureusement que fournir le même minimum cognitif du socle commun, mais sous forme critique et plus humaine. Ils dénoncent le minimum commun de l'acquisition du savoir, mais doivent souvent se résigner à ce dit socle, dans la mesure où leur position hiérarchique ne permet pas de renverser tout le système de fond en comble. Eux-mêmes sont conduits, au même titre que leurs élèves, à survivre à l'intérieur du système lui-même. D'un bout à l'autre, l'injustice épistimique au sein de l'école demeure immuable et sans remède aucun. Une bonne partie de l'errance des pédagogies mises en place est la disjonction première entre la réalité de l'école et la réalité face à laquelle les enseignants sont complètement désarmés. Cette thèse est confirmée par les statistiques officielles. Le décrochage scolaire touche principalement, si ce n'est seulement, les élèves issus des couches populaires, des élèves de seconde zone leurs parents sont immigrés des anciennes colonies et des pays pauvres, les autres pays du Sud. En effet, les pédagogies actuelles qui ont le plus de succès, comme la pédagogie socio-constructiviste, favorisent le travail, par exemple, par groupe, en prétendant qu'il permet le développement de l'individualisation de l'élève sans tomber dans l'individualisme épistémologique. Or, en réalité, il fragilise aussi davantage les élèves les plus démunis et les entraîne à se soumettre aux leaders du groupe, lesquels sont, dans le cas le plus répandu, issus sociologiquement des familles dont les parents possèdent déjà un capital cognitif et une certaine aisance matérielle, ou ce que Pierre Bourdieu appelle les capitaux culturels et sociaux. Ils sont, dans le langage de Fanon, les blancs de la classe. D'ailleurs, outre leur statut de leader de groupe, on leur confie la tâche du tutorat auprès des élèves en difficulté. On peut donc affirmer que la démocratisation de l'école est elle-même antidémocratique. Pour blanchir son prosélytisme en faveur de ce qu'elle appelle la nouvelle pédagogie, l'institution s'appuie elle-même sur des expériences pédagogiques d'origine le plus souvent libertaire et anarchiste. C'est-à-dire que le système néolibéral lui-même s'inspire des pédagogies d'apprentissage révolutionnaire en les pervertissant pour établir son hégémonie. Elle consiste à mettre en place une sorte de partenariat entre enseignants et élèves pour varier, soi-disant, les pratiques pédagogiques et assurer la différenciation des enseignements selon les valeurs, les besoins et les capacités individuelles adaptées à chaque élève et à son rythme propre dans les apprentissages. On voit bien comment le relativisme culturel pourrait s'y appliquer pour camoufler les injustices épistimiques à l'école. Au lieu de lutter contre ces inégalités, l'institution les maquille en livrant un langage normatif propre tel que la différenciation, le respect du rythme propre de chaque élève, etc., qui n'est en réalité que la transformation cognitive du ghetto social en ghetto scolaire. L'objectif de l'école est désormais d'aider l'élève à accepter son état d'ignorance et plus tard, dans sa vie d'adulte, à accepter son statut social de dominé. L'école subalternise, si j'ose dire, et n'instruit pas. Elle est le bras séculier de la classe dominante. Elle égalise l'inégalité à travers le principe de différenciation.
C'est pourquoi sa fameuse démocratie scolaire n'est qu'une antidémocratie et sa justice quant à l'acte d'apprendre n'est qu'un postulat abstrait qui permet aux élèves brillants de réaffirmer davantage leur supériorité cognitive. Nous pouvons identifier une illusion fréquente chez certains pédagogues, à savoir la foi dans une école qui pourrait réduire les inégalités sociales, alors que celle-ci ne fait que les transformer symboliquement en injustice épistémique. Le politologue Benetton a raison de décrire que l'école joue un rôle mineur dans la détermination des inégalités économiques. Fin de citation. Ce rôle subalterne ne cesse de se réduire comme une peau de chagrin. On le sait bien, l'égalité républicaine des droits et des devoirs ne garantit en aucun cas l'égalité des intelligences. In fine, la lutte contre les injustices épistémiques est impossible sans choisir comme axe de critique les conditions socio-matérielles qui les ont fait naître. Il faut donc éviter un certain déterminisme social qui n'est que le revers des perversions idéologiques prépondérantes, celle du système néolibéral qui ne cesse de se divergonder. Mais les rides que prennent parfois les luttes sociales se payent sur tous les fronts, malheureusement. Au-delà de cette dimension nationale, il est inutilement nécessaire de prendre conscience des inégalités épistémiques en rapport avec les épistémologies postcoloniales dont nous ne traitons pas ici. Cela fera l'objet d'un travail ultérieur. Celles-ci ont pour objet de critiquer la modernité coloniale qui, au nom de l'universalité de sa rationalité occidentale, a écarté du champ du savoir certaines formes de connaissances indigènes sous prétexte qu'elles n'auraient pas la même rigueur scientifique et qu'elles ne répondraient pas aux critères de vérité et de validité du paradigme épistémologique eurocentriste dominant, lequel considère les connaissances produites par des sujets occidentaux comme supérieures. Il y a donc de ce fait un impérialisme épistémique, comme le collègue l'a évoqué hier, qui traite les chercheurs des pays du Sud comme des subalternes. Dans un texte publié de 2009, l'anthropologue indien Viswanathan dénonce acerbement l'injustice épistémique ressentie par les chercheurs du Sud qui se sentent marginalisés, voire simplement invisibles dans le monde. Dans le monde de la recherche, il prône une justice cognitive qui vise la reconnaissance dite active au-delà de la simple acceptation ou tolérance de différentes formes de savoir, lesquelles incluent y compris de façon de vivre. Cependant, le relève de cette position consiste à mettre sur un pied d'égalité un savoir rationnel et un savoir en tant qu'expérience intuitive transmise d'une génération à une autre. Elle met au même niveau la science et la croyance. Elle idéalise en outre certaines expériences de vie ancestrale jusqu'à faire abstraction de leurs origines patriarcales et hégémoniques. Cette vision culturaliste souffre entre autres de l'insuffisance de son principe critique. Nous signalons tout de même son caractère double et intrinsèquement antinomique comme à la fois l'expression d'un certain processus de décolonisation de la pensée, lequel finit tout au bon par épouser celle qui répudie, à savoir l'hégémonie colonialiste. Telle est en outre l'une des carences, par exemple, du féminisme décolonial qui a pour objet, selon Françoise Vergès, la destruction du racisme, du capitalisme et de l'impérialisme, ce qui n'est pas sans poser problème. En effet, la destruction du système patriarcal se trouve ici exclue ou marginalisée, alors que l'objectif stratégique devrait tendre à faire disparaître les femmes comme groupe social créé par l'exploitation capitaliste et le système de l'oppression patriarcale. Le féminisme décolonial n'est ni exempt du risque de la naturalisation de la race propre au capitalisme, ni du paternalisme colonial qui infantilise les indigènes et infériorise leur culture. Telles sont les ombres cachées de ce féminisme décolonial qui s'avère en réalité un féminisme blanc et colonial. Comme nous venons de le voir dans le cadre de l'éducation nationale, dans un pays impérialiste tel que la France, le relativisme culturel a permis de dissimuler les injustices épistémiques à l'intérieur du système éducatif national. Au nom de cette reconnaissance active de l'élève au sein du groupe classe, le système scolaire a gardé ses capacités à leur état brut et naturel sans tenter de les faire évoluer ni de les développer. En effet, lorsque nous prenons un apprentissage à partir du réel tel qu'il est et non pas tel qu'il doit être, lequel est inégalitaire, nous ne faisons que maintenir l'élève dans sa catégorie sociale. C'est en ce sens que j'ai mentionné un peu plus haut que le relativisme culturel rejoint dans une certaine mesure le déterminisme social et le cautionne.
De là surgit les premières lueurs d'une véritable émancipation des injustices épistémiques, plus radicale, celle qui accorde les mêmes moyens et les mêmes possibilités d'accorder au savoir d'accéder au savoir pour toutes les populations. Cette condition exige de mettre en question le système de domination dans son ensemble et de poser d'une façon radicale la question de la justice sociale. Car la lutte contre les injustices épistémiques ne sont pas dissociées des enjeux sociaux, lesquels permettent de saisir les notions du Sud et du Nord au-delà de leur sens géographique, comme l'a montré Dos Santos. Car même à l'intérieur du monde occidental, capitaliste, libéral et colonialiste, il y a un Nord et un Sud, des dominants et des dominés, des supérieurs et des subalternes. On continue à mener la même politique coloniale à l'intérieur du territoire impérialiste national. Cela est visible dans toutes les sphères de la société. En revanche, à l'intérieur des pays du Sud, aussi capitalistes, mais toutefois dominés et colonialisés, il y a un Nord et un Sud. C'est ce qui a conduit donc Dos Santos à nommer ce Sud du Sud impérialiste. Il devient, pour reprendre l'expression de Fanon, les hommes du Sud, ils deviennent à leur tour des hommes à la peau noire et au masque blanc. En effet, noir et blanc ne sont pas des couleurs de peau, mais des concepts. C'est pourquoi nous trouvons des divisions culturelles et les mêmes injustices épistémiques à l'intérieur du Nord géographique comme à l'intérieur du Sud aussi géographique. Juste une petite conclusion. Tant pis, on s'arrête là.